Bonjour à tous et bienvenue pour le deuxième tutoriel concernant les appels d'offres. On va voir dans ce tuto comment compléter un DC2. Allez, on y va ensemble, c'est parti. Bon, après avoir vu le DC1, nous allons passer au DC2, qui est un petit peu plus complexe que le DC1 puisqu'il est demandé un petit peu plus d'informations, mais ça reste tout à fait faisable. Et encore une fois, si vous vous êtes trompé à un moment donné, ce n'est pas grave puisque ce n'est pas éliminatoire. Donc là, vous allez voir, il y a quelques similitudes avec le dessin et les similitudes commencent à la partie A, identification de l'acheteur. J'ai pris un autre exemple de marché public qui est un marché public de travaux pour la ville de Sannois et qui a comme objet la création de vestiaires au stade Coutif à Sannois. Donc là, on a l'objet et bien évidemment, vous avez le logo de la ville et vous avez ici le nom de l'acheteur. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va procéder encore une fois par copier-coller. Donc ville de Sannois comme identification de l'acheteur public, création de vestiaires au stade Coutif à Sannois pour ce qui est objet de la consultation, et on va continuer. On va passer au C. Donc le C, et vous l'avez eu d'ailleurs dans le DC1, il va vous demander en fin de compte votre nom commercial. Donc là, on va mettre exactement les mêmes informations que dans le DC1, l'adresse postale, l'adresse électronique, le numéro de téléphone qu'il va falloir indiquer ici et le numéro de SIRET que vous allez devoir indiquer ici. Ensuite, il va demander la forme juridique de l'entreprise, SA, SARL, EURL, etc., etc. Dans mon cas, c'est une SASU. Une fois que vous avez indiqué la forme juridique de votre entreprise, on vous demande si vous êtes une micro, une petite ou une moyenne entreprise. Pour le savoir, généralement, il suffit de prendre soit votre effectif, soit votre chiffre d'affaires, et un certain nombre de conditions sont positionnées pour savoir si on est une TPE ou une PME. Typiquement, une PME, si vous avez un effectif inférieur à 250 personnes, vous êtes une petite et moyenne entreprise. Après, reste à vérifier que vous ne dépassez pas un certain seuil de chiffre d'affaires. Pour le savoir, je vous invite à vérifier sur Google ou sur les articles qui sont ici écrits en bleu et vous aurez très facilement la réponse. Encore une fois, si vous vous trompez, ce n'est pas grave, ce n'est pas éliminatoire. Donc moi, je coche la case oui, tout simplement parce que je rentre dans le champ de micro, petite ou moyenne entreprise et on va continuer. La partie C2, c'est sur des marchés publics réservés. Donc si c'est un marché public réservé, vous le saurez très facilement puisque ça sera indiqué notamment dans le règlement de consultation en page de garde. Et je vous invite à vérifier le mode de passation. Et quand on regarde le mode de passation du marché, on voit que c'est une procédure adaptée ouverte, donc ce n'est pas un marché public réservé. Marché public réservé, ça permet en fin de compte au pouvoir adjudicateur, à savoir à l'acheteur public, de réserver des marchés publics à certains opérateurs économiques qui vont favoriser l'insertion sociale. Ça va être des entreprises adaptées, des établissements et services d'aide par le travail, des structures d'insertion par l'activité économique ou encore des entreprises de l'économie sociale et solidaire. On passe ensuite à la partie C3, cas spécifiques relatifs aux conditions de participation. Alors ça, c'est si vous êtes inscrit sur une liste officielle d'opérateurs agréés. Alors, autant dire que c'est très peu d'entreprises. Ça permet en fin de compte, lorsque vous en faites la demande auprès de l'État membre de l'Union européenne, si vous êtes entreprise française, vous faites la demande auprès de l'État français. Si la demande est validée, en fin de compte, vous bénéficiez de certaines souplesses, notamment pour tout ce qui est contrôle douanier. Pour la partie 2, pareil, vous ne vous en occupez quasiment jamais. C'est lorsque l'acheteur public va en fin de compte ne pas vous demander de justificatif pour votre dossier de candidature. Alors autant vous dire que ça n'arrive quasiment jamais. Et si par contre tel était le cas, ce serait précisé dans le règlement de la consultation, notamment au niveau de la présentation des candidatures et des offres. Typiquement, nous, c'est à la page 6, mais on voit qu'il y a des documents à produire. Donc si vous n'aviez pas eu de documents à produire, vous auriez juste coché cette case et vous auriez terminé votre DC2. Là, on va continuer parce qu'on nous demande plusieurs informations. Sur la partie E, ça va être tout ce qui va être aptitude à exercer votre activité professionnelle concernée par le contrat. Alors ça, c'est si l'acheteur public indique que vous devez être titulaire d'une autorisation spécifique ou membre d'une organisation spécifique. Et là, quand on balaye un petit peu tout ce qui nous est demandé,
et on verra ça dans le détail, ce n'est pas demandé. Donc on peut passer ici à la partie F qui représente votre chiffre d'affaires. Donc là, il faut indiquer les 3 dernières années de votre chiffre d'affaires et la part du chiffre d'affaires concernant soit les fournitures, les services ou les travaux, objets du marché. Si je reprends ici mon objet du marché, ça va être la création d'un vestiaire au stade Coutif à Sannois. Si j'étais par exemple électricien, je mettrais le pourcentage du chiffre d'affaires concernant tout ce qui est bâtiment neuf. D'accord ? Encore une fois, ça, vous pouvez le faire à la louche. Il n'est pas essentiel que vous mettiez très précisément le pourcentage de prestations objet du marché concernant votre chiffre d'affaires. J'ai beaucoup d'entreprises qui me disent « Oui, mais moi, je n'ai pas 3 ans d'ancienneté, je ne peux pas répondre à un marché public. » C'est faux. Aujourd'hui, tout le monde peut répondre à un marché public du moment que, en fin de compte, vos capacités sont dimensionnées à l'objet du marché et aux besoins du marché. Si demain vous répondez à un marché de 200 000 euros, il est sûr qu'il faut que vous fassiez au moins, je dis bien au moins, 400 000 euros de chiffre d'affaires. Vous ne pouvez pas répondre à un marché de 100 000 euros par exemple si vous faites un chiffre d'affaires inférieur. Il faut que votre chiffre d'affaires soit au moins un multiple de 2. D'accord ? Si vous n'avez pas 3 ans d'existence et que vous ne pouvez pas du coup indiquer tous ces éléments-là, ce n'est pas grave. Vous pouvez vous rattraper ici en mettant la date de création de votre structure, ce qui du coup permettra à l'acheteur de comprendre que vous ne pouvez pas indiquer tout cela. Ensuite, les autres informations requises par l'acheteur au titre de la capacité économique et financière. Là, c'est simple, hein. On reprend le règlement de consultation. Qu'est-ce qu'il nous demande ? La déclaration concernant le chiffre d'affaires et déclaration appropriée de banque ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels. Alors, déclaration appropriée de banque, vous ne vous en occupez pas. Ce dont vous allez vous occuper toujours, par contre, c'est preuve d'une assurance pour les risques professionnels. Et vous allez l'indiquer ici, parce que vous allez le fournir. Ici, sur la partie F3, ça concerne les marchés de travaux. Bien entendu, vous allez cocher cette case, puisque bien entendu, vous avez un contrat d'assurance couvrant au regard de la responsabilité décennale. Et si vous n'en avez pas, je vous invite vraiment à en souscrire un. Pour la partie F4, on va retrouver cette partie ou ce type de partie pour toutes les autres, on va dire, grandes parties. Qu'est-ce que c'est ? C'est la possibilité que vous donnez à l'acheteur public de pouvoir consulter ce document, par exemple, sur une plateforme spécialisée à cet effet. Je prends l'exemple de e-attestation, toujours, parce que c'est une plateforme qui le permet. En fin de compte, vous allez déposer sur cette plateforme tout ce qui vous est demandé par l'acheteur public en termes de renseignements concernant la capacité économique et financière, par exemple. Et si vous indiquez l'adresse du site internet et les renseignements nécessaires pour y accéder, vous n'avez pas besoin de les envoyer de manière dématérialisée. Pour la partie G, ça va concerner tout ce qui est capacité technique et professionnelle. Eh bien, on reprend ce qu'on va nous demander ici, ce que j'ai surligné en jaune, capacité technique et professionnelle de l'entreprise, et on va l'indiquer. Déclaration d'effectifs, liste des travaux exécutés, déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique. Et tout ça, on va l'indiquer juste là, que l'acheteur sache exactement ce qu'on va fournir comme élément. Pareil, ici, si vous pouvez le fournir sur un site internet avec des renseignements, n'hésitez pas. On passe à la partie H. Alors la partie H, elle est très importante. Elle va être les capacités des opérateurs économiques sur lesquels le candidat individuel ou le membre du groupement s'appuie pour présenter sa candidature. Je m'explique. Aujourd'hui, vous avez des revendeurs de produits Dell, par exemple. Eh bien, si ces revendeurs sont agréés, et ils doivent l'être pour vendre ce genre de produit, ils peuvent dire qu'ils s'appuient sur l'entreprise Dell pour répondre au marché public. Ça donne en fin de compte à l'acheteur public certaines garanties. Je vais vous donner un autre exemple. Un revendeur Xerox, par exemple, va pouvoir s'appuyer sur l'entreprise Xerox pour tout ce qui va être délai d'intervention, responsabilité environnementale, sociétale, etc., etc. Et tout ça, il faut l'indiquer ici. D'accord ? Ensuite, vous avez ici des renseignements spécifiques au marché de défense ou de sécurité. Il va falloir que vous indiquiez votre nationalité et ensuite un certain nombre de renseignements
ou de justificatif pour répondre en fin de compte aux critères d'accessibilité à la procédure indiquée. Donc si ce n'est pas un marché public de défense ou de sécurité, eh bien vous ne répondez pas à la partie. Voilà, on a terminé pour le DC2. J'espère que c'est clair pour vous. Si encore une fois vous avez une question, une interrogation, ou si quelque chose n'a pas été clair, vous pouvez me contacter. Vous avez mon adresse mail ici, contact@audecia.fr. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.